Bonjour à tous, nous sommes de retour sur la web TV de la Convention nationale des avocats pour une nouvelle journée. Nous recevons ce matin monsieur Louis-Bernard Buschmann, qui est président de comité au Conseil des barreaux européens au service juridique internationaux, un endroit où il travaille depuis 19 ans, et il est également membre du Conseil de l'Ordre de Paris. Alors, comme première question, je souhaitais vous demander, à l'heure de la mondialisation pour les avocats, quelle perspective s'ouvre aux avocats qui souhaitent travailler à l'international ? Bonjour à tous, merci de cette question. Effectivement, la mondialisation est quelque chose qui est peu visible, mais qui existe dans le monde des avocats, et notamment des avocats français. Je voudrais vous donner juste 2 chiffres. Il y a près de 2000 avocats étrangers qui sont inscrits dans des barreaux français, et plus de 2000 avocats français qui ont une double qualification, c'est-à-dire qu'ils sont également membres d'un barreau étranger, ce qui fait une population d'à peu près 5000 avocats sur les 60 000 avocats que nous sommes en France, ce qui est une proportion non négligeable. Donc la mondialisation est déjà là, elle est déjà en route. Et c'est vrai que lorsque les avocats, et nous sommes à la Convention et tout le monde s'interroge sur l'avenir de la profession, l'avenir de la profession passe évidemment aussi par l'international. C'est-à-dire que se positionner en tant que praticien du droit sur un créneau porteur qui est l'international, c'est un bon positionnement. C'est quelque chose qui peut vous assurer un avenir dès lors que vous êtes bon, et a priori tous les avocats français sont bons parce qu'ils sont bien formés. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. D'accord. Et dans quel cadre les avocats qui souhaitent travailler à l'international peuvent-ils exercer ? Je crois qu'il existe par exemple le cadre de consultant juridique international, étranger, pardon. Est-ce que c'est des choses qui sont opérationnelles aujourd'hui ? Alors, pas encore, mais ça va venir très prochainement. Il y a à peu près un an, en décembre 2013, le Conseil national des barreaux a voté à une quasi-unanimité le fait que un statut de consultant juridique étranger, analogue à celui existant dans de nombreux pays, puisse exister en France. Et cette décision du Conseil national des barreaux a été transmise à la chancellerie. Et encore récemment, nous sommes allés voir à quelques-uns la direction des affaires civiles et du sceau pour savoir où en était l'avant-projet de loi et l'avant-projet de décret que le CNB a préparé pour la chancellerie. La réponse a été « Nous allons faire le nécessaire pour que tout ceci devienne du droit positif en France, mais le calendrier législatif étant très chargé, nous essayons de trouver un créneau, c'est la réponse de la chancellerie, pour faire passer ce texte. » Donc c'est dans les tuyaux et ça va sortir, et les barreaux et les ordres auront une liste annexe au grand tableau, qui sera celle des consultants juridiques étrangers. Que pourront faire les consultants juridiques étrangers ? Ils pourront exercer dans le droit de leur pays d'origine, y compris dans le droit d'un pays tiers pour lequel ils auraient acquis une qualification professionnelle. L'exemple type, c'est un avocat de Colombie qui est également avocat au barreau de New York, qui viendrait s'installer en France, pourrait consulter uniquement, pas défendre. Je vais insister sur cette distinction. Consulter en droit de Colombie ou en droit de New York en France. Il pourrait le faire dès lors que les textes le permettront. Et c'est encore une fois relativement imminent. Alors la distinction, c'est que les avocats qui seront étrangers, qui seront inscrits chez nous comme consultants juridiques étrangers, pourront consulter mais non pas représenter leurs clients en justice. La défense ne fait pas partie du périmètre de l'activité d'un consultant juridique étranger. J'ai oublié de parler du droit international public. Ils pourront également consulter en droit international public. Voilà le périmètre de l'activité d'un consultant juridique étranger. En quoi ça nous concerne au fond ? En quoi ça concerne la population des avocats français ? C'est que le consultant juridique étranger, c'est déjà quelque chose qui existe dans de nombreux pays, et dans les pays importants. Je pense notamment aux États-Unis, où 33 États sur 50 ont déjà
des lois qui permettent l'installation de consultants juridiques étrangers. C'est également le cas de plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, où le statut de consultant juridique étranger existe depuis quelques années, et d'autres pays également en Europe. Donc, au fond, pourquoi est-ce que nous nous mettons au diapason des autres pays européens par cette réforme? C'est simplement parce que nous y sommes obligés. La France a signé des traités internationaux qui prévoient cette possibilité, et donc elle est obligée d'honorer sa signature internationale en réformant son droit professionnel. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais au-delà de ces aspects purement juridiques, sur le plan du marché du droit, il est clair que le fait pour nous d'avoir des consultants juridiques étrangers sur notre sol nous donne la possibilité d'aller un peu partout comme consultants juridiques étrangers, puisque nous avons à ce moment-là la possibilité de dire « mais voyez, nous vous offrons la réciprocité ». Donc c'est une extension du champ possible de l'activité internationale des avocats français, et je m'en réjouis. Et il y a une demande de la part des clients de l'autre côté pour avoir des gens capables de les conseiller dans plusieurs types de droits? Alors, je voudrais dire que oui, il y a une demande, mais pour être tout à fait franc, c'est un peu la problématique de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que c'est le fait que l'avocat français soit capable d'accompagner son client à l'étranger, ou est-ce que c'est le besoin du client qui veut emmener son avocat favori français avec lui lorsqu'il va à l'étranger? Les deux, à mon avis, les deux possibilités existent, et on aurait tort de ne compter que sur la seconde, c'est-à-dire sur le fait que l'avocat suit son client français à l'étranger. En réalité, si la qualification de consultant juridique étranger dans un pays où son client va venir s'implanter, ou créer une filiale, ou avoir une activité, c'est mieux pour lui. Voilà ce que je pense profondément. Et dernière question, cette année aura lieu la première journée européenne de l'avocat, organisée dans tous les barreaux européens. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Alors, je peux certainement vous en parler, je le ferai très volontiers, mais j'aurais souhaité une question de votre part avant cela sur quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui sont les Alternative Business Structures. Oui. Donc, si vous me donnez le temps d'en parler c'est un sujet un peu compliqué, mais je pense quand même que ça intéresse beaucoup de confrères, puisqu'ils entendent parler de ça depuis pas mal de temps, y compris hier dans un atelier qui s'est tenu hier après-midi. Je pense que ça serait intéressant d'en dire deux mots. Vous m'y autorisez ? Allez-y. Bon, alors qu'est-ce que c'est que les Alternative Business Structures? Ce sont des quasi-cabinets d'avocats. C'est le Canada Dry du cabinet d'avocats. C'est-à-dire que c'est une structure d'exercice qui est reconnue comme avocat dans quelques pays, pas beaucoup pour l'instant, et qui pourrait venir demain sur le continent européen créer des succursales. Et la question est de savoir comment on les gère sur le plan déontologique. Quelle garantie nous offrent ces structures de respecter une déontologie qui soit compatible avec la nôtre? C'est un sujet tout à fait majeur qui pose de vraies questions de droit européen, de droit français. Pourquoi? Parce que le droit européen, en deux mots, dit que l'installation et la reconnaissance de structures d'avocats, ça relève du droit de chaque État membre. Ça n'est pas du droit européen, c'est dans la main de chaque État. Néanmoins, il y a un droit européen des sociétés qui fait qu'il y a une libre circulation des personnes et des entreprises, et que dès lors qu'une société d'avocats est immatriculée dans un État membre, par exemple la Grande-Bretagne, elle a tout à fait le droit, en droit des sociétés, de venir créer une succursale dans un pays du continent, par exemple la France. Aucun greffe d'aucun tribunal de commerce ne refusera l'inscription d'une telle succursale. La question qui se pose, c'est de savoir si cette succursale peut ou pas exercer la profession d'avocat chez nous. Et nous disons, attention, il y a peut-être un problème. Et le problème, c'est lequel? C'est que nous ne pouvons pas refuser l'inscription d'une structure comme ça parce que c'est une structure Alternative Business Structure, une structure alternative. Non, ça, c'est pas la bonne raison. Nous pouvons éventuellement nous opposer à l'inscription de telles structures parce que, par exemple, à l'examen factuel de son dossier, on s'apercevra que les capitaux extérieurs qui contrôlent cette structure quasi-cabinet d'avocats, mais qui n'en est pas une pour nous, c'est par exemple une banque ou une compagnie d'assurance. Alors quelle garantie
d'indépendance, quelle garantie de secret professionnel, quelle garantie d'évitement de conflits d'intérêts une telle structure est-elle en mesure d'offrir à nous qui avons ces obligations déontologiques? C'est toute la question, et c'est une question assez fondamentale sur l'avenir de la profession, et c'est pour ça qu'on en a parlé hier à la Convention nationale. D'accord. Alors, pour finir, 2 mots sur la prochaine journée européenne de l'avocat. Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Le CCBE, le Conseil des barreaux européens, pour la première fois, crée un événement qui va se passer dans tous les pays d'Europe le même jour, sur le même thème. Et chaque barreau est invité à créer un événement sur ce thème pour, en quelque sorte, faire en sorte que l'avocat devienne un interlocuteur, elle l'est déjà, mais encore plus visible, de la société civile. Et donc la première journée européenne de l'avocat aura lieu le 10 décembre, comme vous venez de le dire, dans tous les pays d'Europe, sur un seul thème qui sera la surveillance de masse. C'est un thème qui nous a apparu tout à fait naturel après les révélations qui ont jeté un certain discrédit sur la NSA, sur la National Security Agency des États-Unis, et l'espionnage massif de toutes nos communications privées, téléphoniques et par email que cette agence américaine fait subir au reste de la planète. Et donc nous avons estimé que cette question, qui est une question de liberté fondamentale, était suffisamment importante pour qu'on en fasse le thème de la première journée européenne des avocats. Nous espérons, je le dis parce que je suis parisien, mais je sais qu'il y a d'autres manifestations qui auront lieu en province. À Paris, nous avons la joie, pour la première fois, d'avoir, enfin peut-être pas pour la première fois, mais pour une des premières fois, une manifestation commune entre le Conseil national des barreaux et l'Ordre de Paris sur ce thème, et ça aura lieu le 10 décembre après-midi à la Maison du Barreau. Eh bien, on sera là, et merci d'avoir répondu à nos questions, et très bonne convention nationale. Merci beaucoup. Merci.